Bonjour, nous sommes le 31 juillet 2019 et le 31 juillet, c'était l'anniversaire de mon grand-père, monsieur Bernard Blesse, et il était né en 1882, il aurait 137 ans, ce qui est beaucoup, même pour un transhumaniste. De quoi je vais vous parler? Je vous l'ai annoncé. Je voulais faire cette petite vidéo hier matin, et puis il y a eu d'autres choses à faire. Mais avant de partir, je vous ai quand même mis un petit mot en disant j'en parlerai plus tard dans la journée. Et puis plus tard dans la journée, au moment où j'ai pensé vraiment à le faire, il faisait un peu noir, ça ferait pas une bonne vidéo. J'ai dit je la ferai demain matin. Et j'ai bien fait de procrastiner, de traîner les pieds. Et vous allez voir pourquoi. Vous me direz, il est normal que vous traîniez les pieds, Monsieur Jorion, parce que parmi les choses que vous nous avez dites qui se passeraient ou qui ne se passeraient pas, vous êtes engagé beaucoup sur la crise des subprimes, sur l'avenir du capitalisme, et en particulier sur le Brexit. Quand le Brexit a été voté en juin 2016, vous avez dit ça ne se passera pas. Et jusqu'ici, ça s'est pas passé. Mais avec Monsieur Boris Johnson devenu Premier ministre, là, vous êtes en train de perdre pied, et parce que ça va avoir lieu d'une manière ou d'une autre. Et là, votre prophétie, vous l'aurez dans le nez. Et c'est vrai, devant la honte pas une prophétie, mais d'une prévision que j'avais annoncée, qui ne se réalise pas, je serais bien obligé de reconnaître ma défaite. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit en 2016, très rapidement après le vote, et que j'ai rappelé au fil des années, j'ai parfois fait des résumés de ce que j'avais dit, j'ai rappelé ma position à l'époque, vous vous souviendrez que le thème dominant d'explication de pourquoi ça n'aurait pas lieu, c'est ce qu'on appelle maintenant le Irish backstop, c'est l'Irlande, la question de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vous vous souvenez, j'ai dit tout de suite, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire pour des raisons économiques, parce que ça plongerait la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni dans une catastrophe économique. Ça n'a pas l'air de retenir trop Monsieur Boris Johnson jusqu'ici, malgré les aventures très périlleuses de la livre sterling, c'est-à-dire qu'elle perd beaucoup de valeur ces jours-ci. Mais je vous ai dit, la raison structurelle, c'est l'Irlande et l'Irlande du Nord. Ce qui distingue, petit aparté, petite digression, ce qui distingue, vous le savez, mes analyses de d'autres qu'on m'oppose parfois, avec lesquels on compare mes arguments à moi, c'est qu'il est beaucoup question d'institution, qu'il est beaucoup question de structure dans l'explication de ce qui marche et ce qui ne marche pas, à l'opposé d'autres personnes qui ont tendance à vous parler de personnes. C'est à cause de monsieur untel qu'il ne s'est pas passé ceci, c'est parce que César a dit je passe le Rubicon, c'est à cause des X ou des Y qui sont des groupes ethniques ou des groupes religieux, etc. On emploie beaucoup dans les explications que d'autres personnes ne donnent que moi, on emploie beaucoup de noms propres. Et chez moi, on emploie beaucoup de noms communs. Je vous parle de la structure du droit pour expliquer comment les choses marchent ou ne marchent pas. J'attire votre attention sur des règles de comptabilité. Je vous parle pas de tel ou tel économiste, mais je vous dis la théorie économique dominante veut que ceci ou cela. Il y a le principe de l'individualisme méthodologique qui explique beaucoup des choses qu'on nous impose, etc. Des noms communs plutôt que des noms propres. Voilà, tout ça c'est lié à la formation d'anthropologue, de sociologue. On fait attention aux institutions, aux structures, la manière dont elles sont. Je vous rappelais l'autre jour que c'est le fait de la rente, le fait que nous devions payer des dividendes, des coupons sur des obligations, des flux d'intérêts, c'est ça qui explique la concentration de la richesse plutôt que des gens qui se réunissent dans une cave autour de bougies pour dire nous allons concentrer la richesse. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Irlande? Eh bien, je vous le rappelle une fois de plus, c'est la chose suivante, c'est qu'en 98, ont eu lieu les accords du Vendredi Saint, Good Friday Agreement.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis fin à une horrible guerre civile. Les guerres civiles, c'est jamais drôle, mais celle d'Irlande du Nord, c'était particulièrement tragique. À quoi c'est lié? C'est lié à un peuplement qui s'est fait au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, je ne sais plus exactement, de l'Irlande du Nord par des gens venus essentiellement des migrants, des migrantes qui dans ce cas-là venaient d'Écosse et qui se sont installés là et on s'est trouvé avec deux populations, une population catholique dans le sud qui n'avait jamais été, n'était jamais entré dans la sphère de l'anglicanisme et des protestants au nord et ça a conduit aux catastrophes que vous avez vues. Alors, 98, après d'énormes difficultés, énormément de morts, énormément d'atrocités, on a mis fin à cela. Moi, j'ai vécu 11 ans en Grande-Bretagne et j'ai visité l'Irlande. Je me suis dit la chose suivante, personne ne prendra le risque de remettre le feu aux poudres là-bas. C'était sans compter sur monsieur Boris Johnson et messieurs Trump. J'ai tendance à mettre ce genre de personnes entre parenthèses en me disant qu'on les mettra hors d'état de nuire, mais vous voyez, là, je me trompe. Et quand les négociations ont commencé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, on a mis en place ce qu'on appelle Irish Backstop. On a mis une formule indépendante du reste pour essayer de maintenir la stabilité en Irlande et en particulier à la frontière entre la République d'Irlande et ce que les protestants appelaient Ulster et les autres l'Irlande du Nord. On a mis une formule spéciale, c'est-à-dire qu'on maintiendrait dans l'Irlande du Nord un certain type de statut privilégié qui serait de l'ordre de celui de l'Union européenne et pour éviter de devoir remettre à nouveau une frontière dure avec des douaniers, des postes de contrôle pour les personnes et les marchandises, qu'on doive la remettre soit dans la mer d'Irlande au nord, c'est-à-dire reconnaître de fait une unification de l'Irlande autour de l'île avec une annexion de fait de l'Irlande du Nord ou Ulster avec le reste de l'Irlande, ou bien rétablir l'ancienne frontière dont tous les géographes, à propos de laquelle tous les géographes soulignent qu'il n'y a pas de frontière naturelle, c'est assez plat et que c'est très difficile de dire exactement par où ça passe, de remettre 1 million de post-frontières là, puisqu'on aurait une zone en plus entre un pays qui fait partie encore de l'Union européenne et un pays qui n'en fait pas partie. Alors j'ai dit, indépendamment du caractère raisonnable ou non des gens de pas précipiter une crise économique, j'ai dit c'est un casse-tête, on va pas courir le risque de relancer la guerre civile en Irlande du Nord. Sauf que vient de faire monsieur Boris Johnson. Monsieur Boris Johnson, je vous le rappelle, que je caractérise comme un hooligan un peu différent du type de monsieur Trump, parce que monsieur Trump vient d'une famille, il faut bien le dire, qui a fait beaucoup d'argent, mais qui est une famille de type défavorisé et qui essaie encore toujours de faire des preuves d'une certaine légitimité économique. Monsieur Boris Johnson, c'est un représentant de la haute bourgeoisie qui est passé par tous les endroits où il faut pour être entièrement légitime en Angleterre, à Eton, le collège Eton et à Oxford, où il a joué des rôles prépondérants dans les organisations d'étudiants. Mais c'est un voyou, mais c'est un voyou pas parce qu'il a été élevé comme ça, parce qu'il a choisi ce style qu'il a toujours représenté par le fait d'avoir jamais passé un peigne dans ses cheveux. Et Premier ministre, ça va pas s'arranger. C'est un voyou, voilà. Et alors, ça lui plaît, un type comme Trump. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Johnson? Je m'en fiche de cette histoire de Irish Backstop. La première chose à faire, moi, je vais aller à Bruxelles, ou même, je vais même pas bouger. Je vais leur dire, c'est terminé cette histoire de Irish Backstop. Et là, eh bien, jusqu'à hier soir, j'étais en grande difficulté. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui allait délibérément prendre le risque de rallumer
de remettre le feu aux poudres en Irlande du Nord en disant le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni, etc. Bon, les frontières sont celles du Royaume-Uni. Ce qu'il est en train de mettre entre parenthèses. Hier, il a parlé à M. Varadkar, qui est le président de l'Irlande. Pourquoi est-ce que ce monsieur s'appelle comme ça? C'est parce que sa mère est irlandaise, il a fait ses études à Dublin, c'est un médecin, c'est le premier ministre de l'Irlande, mais son père est d'origine indienne, son père est né à Bombay, devenu Mumbai. Discussion hier avec M. Varadkar, qui lui a dit non, j'endosse entièrement la position de l'Union européenne. On va pas rediscuter ce truc de Irish backstop. Et la veille, Monsieur Johnson avait rencontré la représentante. Oh là là, on va m'assassiner parce que si je me retrouve pas son nom, je crois que c'est Miss Nicola Sturgeon, qui est Premier ministre de l'Écosse à l'intérieur de la structure fédérale, et qui lui a dit non, je vous rappelle que nous, Écossais, on n'a jamais voulu nous associer à cette histoire de quitter l'Union européenne. Et vous risquez que l'Écosse disparaisse du Royaume-Uni, qui est plus au Royaume-Uni. Elle veut relancer un référendum sur l'indépendance. Le mouvement nationaliste écossais n'avait pas réussi lors d'un vote récent. Johnson lui dit bon, c'est un lifetime thing. Un référendum de ce type-là, ça se fait une fois dans une vie et on le refait pas tous les jours. Mais les Écossais sont furieux, les Irlandais sont furieux. Il y a un risque effectivement avec M. Johnson à sa tête d'éclatement du Royaume-Uni. Alors, jusqu'à hier soir, Jorion en grande difficulté avec son histoire de Brexit qui n'aurait pas lieu, parce que voilà, M. Johnson ne tape plus pas sur la table. C'est alors que, heureusement, j'ai attendu un petit peu, parce que la cavalerie est arrivée durant la nuit. Ah, voilà. Mais quand je me réveille ce matin, j'ai la surprise en me disant, bon, je vais quand même regarder les dernières nouvelles avant de faire ma petite vidéo, que la cavalerie est arrivée. Mais la cavalerie, c'est quoi? C'est les Américains qui viennent dire à M. Johnson, on veut absolument pas que vous mettiez en question ce backstop. Ça vient à l'origine du groupe des Amis de l'Irlande dans le Parlement américain. C'est un groupe, si j'ai bon souvenir, à peu près 90 personnes, mais qui est absolument bipartisan. 10% de la population américaine se dit d'origine irlandaise, et là, voilà. Là, on se serre les coudes. Le représentant républicain a dit je suis prêt à m'affronter à Monsieur Trump à la tête de mon parti républicain sur cette affaire-là. Pourquoi? Parce que Trump avait dit la chose suivante. Quand Johnson a dit bon, je m'en fiche de cette histoire de Irish backstop, on verra ça après. Je demande simplement aux Européens de rayer ça d'un trait. On en parlera plus tard. Parce que moi, vous allez voir, je vais me mettre d'accord avec mon poteau Trump. Et nous, on va faire un traité anglo-américain. Et Trump a dit oui, c'est formidable. Ça va multiplier le commerce entre les États-Unis et la Grande-Bretagne par 3, peut-être même par 4. À propos de 3 ou 4, Madame Pelosi, à la tête de l'Assemblée nationale, le Congrès américain, dit tout de suite, oui, 3 et 4, effectivement, ce sont des chiffres qui me disent quelque chose, c'est le temps qu'il faudra pour faire un accord. 3 ou 4 ans, c'est le temps qu'il faudra pour faire un accord entre les deux pays. Donc ça peut pas se faire tout de suite. Mais voilà, donc ces représentants qui représentent non seulement, je dirais, des démocrates, mais aussi des républicains, au Congrès disent pas question. Si on touche à ce backstop, Irish backstop, il n'est d'accord sur l'Irlande à propos des frontières. Il n'est pas question que nous négocions même un accord avec la Grande-Bretagne. Voilà. C'est-à-dire que les gens raisonnables, sur lesquels je comptais beaucoup, se sont réveillés, et ils se sont réveillés par un biais qui est que les États-Unis sont garants
du fameux accord de 98 du Good Friday Agreement, de l'accord du vendredi saint, qui a mis fin de fait il y a encore eu quelques petits incidents, mais qui a mis fin de fait à une guerre civile en Irlande que M. Johnson semble ne pas hésiter à vouloir relancer. Alors, voilà où nous en sommes. Il se peut encore que je le perde, il se peut encore que M. Johnson essaye de passer en force. Et que, comme il le dit, on verra bien ce qui se passe en octobre. Son Parlement déjà s'est mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de vacances parlementaires à ce moment-là et que tout le monde soit au moins à son poste s'il devait se passer quelque chose de dramatique comme une sortie de l'Union européenne des Britanniques sans accord véritable, ce qui pourrait conduire aux problèmes dont on a déjà beaucoup évoqué, de ravitaillement, d'encombrement extraordinaire dans des endroits comme à Douvres, où on a perdu l'habitude de contrôle pointilleux comme à des frontières, et on pourrait se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Alors pourquoi est-ce que ces gens le font? Pourquoi est-ce que Trump veut faire sa muraille avec le Mexique? Pourquoi est-ce que Johnson est prêt à faire éclater le Royaume-Uni? Là aussi, moi, je vais réfléchir pas simplement en termes de M. Trump et de M. Johnson. Je réfléchis en termes de structure. Et là, c'est un thème que vous avez vu que je commence à développer aussi. C'est le thème du survivalisme. Les populations se tournent vers le survivalisme. On se tourne vers une forme de survivalisme qui est le souverainisme, de dire revenons à des frontières nationales, même peut-être des frontières nationales anciennes, sur des unités plus petites. C'est une tentative devant la catastrophe que je vais résumer sous l'expression extinction de l'humanité, de se replier sur des unités plus petites. Alors, vous connaissez mon opinion là-dessus. Pour régler des problèmes comme le dérèglement climatique, c'est pas en se mettant sur des unités de plus en plus petites qu'on va pouvoir avancer, puisqu'il faudrait qu'il y aurait des accords de plus en plus nombreux entre des unités de plus en plus petites. Il faut essayer de sortir par le haut. Mais la tentation, c'est le repli sur des frontières existantes, sur des notions imaginaires. Je suis anthropologue, je suis sociologue, je connais l'histoire. Il n'y a pas un truc qui est né un jour qui s'appelle la Belgique, qui s'appelle la France, etc. C'est des machins qui se sont constitués de briques et de brocs à l'occasion de traités, de guerres, de machins, etc. Vous le savez, en France, on a mis des gens qui parlaient breton, on a mis des gens qui parlaient flamand, on a mis des gens qui parlaient allemand, on a mis des gens qui parlaient basque, on a mis des gens qui parlaient italien, n'est-ce pas, du côté de Nice et compagnie. Et on est arrivé à faire quelque chose. Alors voilà, les Français, alors il y a des gens qui se disent Français de souche, parce que voilà, si on remonte de 2 ou 3 générations, on est toujours en France. C'est pour ça que moi je rigole avec cette histoire, cette tradition familiale, que les Jorions sont des Francs. Donc je vous ai montré qu'il y a probablement, oui, des choses d'ordre historique pour soutenir cette notion historique et géographique. Et je rigole de temps en temps en expliquant les choses à partir de là. C'est ma manière de me moquer. Toutes ces unités que le sang, la terre justifieraient, sont des constructions historiques au fil des millénaires, avec beaucoup d'accidents. Ce sont pas des choses d'ordre naturel. Il n'y a pas des nations en tant que telles. Oui, il y a des unités qu'on peut définir. On peut les définir sur la religion, on peut les définir sur la langue. C'était la grande idée de la fin du XVIIIe siècle, qu'on allait réunifier tous les peuples à partir de la langue qu'ils parlent, et que c'est là que la véritable nature se trouve, plus que le sang, etc. Les discussions sont à l'infini sur ce que justifierait exactement les unités. Monsieur Trump a son idée. Tous les gens qui sont blancs sont des vrais Américains, parce que voilà, c'est la tradition. Dieu a donné à des blancs venus d'Europe un pays vide. Ouais, je crois pas ça, que c'était vide. Donc, personnellement, je sais que c'était pas vide, mais c'est comme ça que c'est raconté. C'est un pays qui est vide. Il y avait bien quelques va-nu-pieds dont il a fallu se débarrasser, et dont avec lesquels monsieur Trump est encore en train de régler des comptes. Et puis on a amené des esclaves. Il fallait bien qu'il y ait des gens qui travaillent. Hein, c'est pas nous qui allions le faire. On a amené des Chinois pour construire les Watchmen Fair, qu'on a essayé de renvoyer par la suite.
on a amené des esclaves, et là on a essayé, et c'est encore une idée qui traîne aux États-Unis. On pourrait peut-être renvoyer tout renvoyer tous les Noirs américains chez eux, dans les trous à rats, comme dit Monsieur Trump. Je prends pas ça au sérieux, mais vous savez, on a déjà tué des millions de personnes sur la base de ces élucubrations. Alors voilà de quel côté on a Trump et Johnson, les gens qui croient qu'il y a des choses. Monsieur Johnson est probablement convaincu, bien qu'il ait des ancêtres qui viennent pas tous nécessairement d'Angleterre, que finalement, si on restait entre Anglais, ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Est-ce qu'on a besoin de ces Écossais qui étaient quand même des Celtes à l'origine, de ces Irlandais qui étaient des Celtes à l'origine, etc. Il pense peut-être qu'on n'en a pas vraiment besoin et qu'on serait bien avec l'Angleterre. C'est peut-être avec ça qu'il va se retrouver. Le Brexit aurait lieu et on serait retombé sur des unités plus petites, en particulier l'Angleterre, séparée de l'Écosse, séparée de l'Irlande tout entière. On va voir. Ma prévision à moi que le Brexit n'aurait pas lieu, c'était encore, comme d'habitude avec moi, de l'ordre du raisonnable, mais est-ce que les êtres humains sont vraiment raisonnables? Non, on en a des preuves nombreuses. Voilà, je vais arrêter ça. Je suis content d'avoir entendu un petit peu, parce que cet élément des Américains qui disent nous sommes garants de ces accords d'Irlande du Nord, l'accord du Vendredi Saint de 98, nous sommes garants de ça, et nous on ne va pas laisser la guerre civile se réinstaurer en Irlande avec notre accord à nous. Voilà. Allez, à bientôt, je vous tiens au courant, bien entendu. Au revoir.